Eu à Joux-la-Ville deux frontières aussi lointaines. C'est le rapprochement des territoires. Voilà, écoutez, je suis très content de vous accueillir à Joux-la-Ville dans le cadre de cette réunion politique qui est animée par André, le président du conseil départemental, à côté duquel j'ai siégé de longues années. Voilà, la situation politique, vous la connaissez. Il y a eu des grands bouleversements aux élections présidentielles. Je crois que ça a surpris pas mal de monde. Moi, personnellement, ça m'a surpris en même temps que ça m'a inquiété. Ce que j'espère, c'est que ceux qui s'engagent demain feront en sorte que cette marche en avant diabolique s'arrête et que les décisions qui seront prises soient les bonnes, que les réformes qui sont à faire, et que tu sais que j'appelle de mes voeux depuis longtemps, sont absolument nécessaires. Et donc il faut les faire, il ne faut pas reculer. Bonne soirée à tous. Merci Jean-Claude. Alors c'est Yves qui va suivre. Bien, écoutez, moi je suis la roue de secours d'André, j'ai trouvé mon emploi. J'ai fait ça volontiers, si vous voulez, pour bien montrer la solidarité qui existe dans notre camp de droite. Moi, je suis gaulliste depuis tout gamin, très fondamentalement convaincu. Donc, LR, André est UDI, donc on est main dans la main pour sortir un sortant qu'on n'a jamais vu sur notre territoire et donc qui mérite qu'une chose, c'est qu'on lui prenne la place. Donc, je suis là vraiment pour peser de tout mon poids et ma petite influence pour ramener quelques voix supplémentaires à André, qui tout seul ramènera, j'en suis persuadé, déjà beaucoup, mais faire qu'on soit vainqueur de cette élection. Vous voyez, je rentre aujourd'hui, j'ai fait un aller-retour vite fait à Nantes dans une de mes sociétés et j'ai commencé à foutre en l'air l'accord 35 heures, c'est fait. J'aurais dit, les gars, on ne va pas attendre que nos politiques ils nous pondent quelque chose. Moi, c'est une boîte que j'avais achetée en 2002, qui avait un accord 35 heures de 2001, dans lequel c'était un truc pas possible, avec des repos cons, c'est-à-dire qu'il faisait 39 heures, il avait plein de jours de repos, enfin c'était impossible. Là, comme on a un peu d'activité, parce que dans l'ouest de la France, il y a de l'activité. Et on n'arrivait pas à faire le boulot, donc ça fait 6 mois que je l'ai travaillé au corps, et là, ça y est, c'est fait. À partir du 1er juin, on oublie l'accord 35 heures, j'aurais dit, on fait 35 heures, je vous paye vos heures supplémentaires, vous ne m'emmerdez pas, et puis tout va y aller. Et je suis content parce que je reviens, j'ai réussi mon coup. Yves est en avance sur la réforme. Voilà, et comme ça, et après les petits diront ce qu'ils voudront. J'ai commencé à leur dire, on va peut-être même réformer le contrat de travail, parce que à la limite, il faut qu'on garde ça, que je puisse me séparer d'entre vous si ça ne va plus, ou vous-même, si vous voulez quitter votre patron parce qu'il ne vous plaît plus, il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi comment on peut faire des accords pour qu'au moins vous touchiez le chômage dans les deux sens. J'ai fait mes propositions dans ma boîte, et je pense que je vais le faire sur toutes mes boîtes, parce que je pense qu'il ne faut plus qu'on attende. Voilà, enfin, c'était une petite parenthèse, mais je suis content de ma journée. Et je suis là pour aider André à gagner le fauteuil, parce que lui comme moi, on est des gens bien ancrés dans nos métiers, sur notre territoire. Moi je suis actif à Saint-Florentin depuis 1970, André il est actif dans son domaine depuis pareil, je suppose. Voilà. Donc quand on parle au nom de notre population, parce qu'on vous connaît, enfin on connaît, moi mes Florentinois, je les connais tous vraiment, je sais ce qu'ils veulent, que je les côtoie de très près. Moi je suis fils de paysan aussi, donc quelque part je ne suis pas non plus, je sais d'où je viens, je sais où je finirai, voilà. Et je pense que c'est ce qui manque à l'Assemblée, on a un peu trop de technocrates, et là je pense que c'est le moment de renouveler le cheptel un peu, quoi, pour prendre un terme que tu connais bien. Allez, je te laisse la parole, c'est à toi de parler. Merci Yves. D'abord, merci à Jean-Claude pour ses mots d'accueil. Et je ne vais pas dévoiler un secret que de dire, Jean-Claude,
On s'est rencontrés dans une vie antérieure. J'en dirai pas plus, que j'étais admiratif de son parcours et on s'est retrouvés sur le terrain public avec bonheur et il a transformé la commune dont il avait la charge, dont il a pris la charge à un moment donné, dans un contexte connu. Enfin, on ne va pas entrer sur les détails des éléments qui ont fait que Joux-la-Ville a été entraîné vers un développement, mais en tout cas, si l'animateur n'avait pas été à la tête de la machinerie, il est clair que les choses n'en seraient pas là. Donc, je veux remercier Jean-Claude, alors l'homme, et puis ce qu'il a fait sur son territoire, et ce qui montre que quand il y a de la volonté, de la détermination, eh bien, on est en capacité d'obtenir des résultats. Donc merci Jean-Claude pour tout ça, merci de ton accueil. Et puis remercier chacune et chacun d'entre vous d'être là ce soir. Alors on a choisi le format des réunions publiques, hein, je le dis en commençant, dans un espace-temps extrêmement court, puisque vous savez que la décision d'être candidat à l'élection législative a été, me dit-on, attardée. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc c'est une campagne extrêmement courte, avec un mode d'intervention qui consiste à être présent sur l'ensemble du territoire, qui est un territoire extrêmement vaste, orienté nord-sud, et donc c'est 20 réunions publiques, 2 par soir, qui nous mobilisent. Alors on ne rencontre pas énormément de gens, mais on sent, à la fois au sein de ces réunions, puis en dehors des réunions, un certain intérêt au message qui est porté, dont je vous livrerai la teneur dans quelques instants. Donc mon intervention elle repose sur 4 ou 5 points. Naturellement une introduction très, très générale sur la situation, d'ailleurs qu'a évoqué un petit peu Jean-Claude dans son propos introductif. Monsieur Boursier, bonjour. Quand on veut être discret, c'est mort toujours. Et ensuite, 3 points, 3 priorités. La première, le travail. La deuxième, la ruralité. La troisième, la santé. Et puis une conclusion dans la teneur, un petit peu, mais avec mes mots, de ce que vient de vous dire Yves Delot. Donc, de manière générale, la séquence qui vient de nous être donnée à vivre, l'élection présidentielle, effectivement, personne n'avait vu venir ce cas de figure où notre pays, dans le cadre de cette 5e République, était bercé par une alternance régulière et tout laissait à penser, à travers des rendez-vous politiques nouveaux, je veux parler des primaires, dont on n'entendra plus jamais parler de notre point de vue avant longtemps, sont venus apporter leur lot à la fois de surprises, et puis ça a été l'émergence d'un mouvement qui assez spontané, qui sans doute arrive au bon moment dans le paysage politique national, puisque, vous savez, lorsque vous avez la bonne idée au mauvais moment, c'est pas de peau, quoi, ça vient jamais. Et là, il y a sans doute un alignement des planètes, et cette proposition eh bien, est venue bien à point au moment où nos concitoyens, finalement, avaient un choix qui était celui de l'alternance, voire, ce qui était, de mon point de vue, dramatique, de faire tomber le pays dans un populisme de mauvais aloi, ce qui, en tout cas, pour les chances de sortir de l'ornière aurait été sans doute la pire des situations. Donc, on voit apparaître un jeune président de la République, le 8e de la 5e République, qui est un homme brillant, déterminé. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer avec quelques-uns il y a un an, au début de son parcours. J'ai choisi de rester positionné au centre de la vie politique. J'aurais pu, comme d'autres, être attiré par le miroir aux alouettes. C'est une expression de Joux-la-Ville, ça c'est pas le miroir des alouettes à Joux-la-Ville, c'est la poste, je crois. Voilà. N'est-ce pas? Ça a été une rencontre qui forme un bon souvenir. Mais on ne pouvait pas imaginer, en tout cas à ce moment-là, il y a un an, que le parcours de cet homme allait le conduire à la fonction suprême, c'est-à-dire d'incarner
l'exécutif national, la présidence de la République. Donc il est hors de question, alors j'ajoute deuxième élément concernant Emmanuel Macron, que pour ce qui me concerne, j'ai appelé à voter au soir du premier tour pour lui, dans le droit fil de ce que je viens de vous dire, par rapport aux risques populistes qui apparaissaient dans notre pays. Et néanmoins, la position qui est la mienne, qui est la nôtre, c'est sans doute de souhaiter, comme lui, que notre pays, et comme Jean-Claude l'a exprimé tout à l'heure, sorte de la situation dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire que tout ce qui sera bon pour lui, eh bien, nous le soutiendrons, et puis il y aura sans doute un certain nombre de divergences, j'ose pas dire d'opposition, mais de divergences qui nous conduiront à nous identifier de manière différente. Et voilà l'état d'esprit, en tout cas, qui nous anime dans cette séquence qui est la séquence législative. Pour aborder le sujet qui concerne la première priorité, celle du travail, je voudrais peut-être remettre les choses dans un contexte qui n'est pas un contexte hexagonal, puisque vous savez que maintenant tout se joue à l'échelle internationale et mondiale. Le monde est devenu un village, ça n'échappe à personne, que nous sortons d'une crise financière extrêmement dure, dont les secousses se sont, à partir de 2008, dont les secousses en Europe, en Occident, se font sentir jusqu'en 2015, avec une période 2011-2015 très chahutée, dont on voit d'ailleurs les conséquences, puisque le commerce mondial est très affecté à ce moment-là. Et depuis 2015, on assiste à un nouveau départ de cette économie mondiale. Donc il ne faut pas être absent de cette scène-là. Nous le sommes. La France est absente du dispositif qui anime le monde, puisque le commerce est en croissance de 4% actuellement à l'échelle mondiale, que le taux de chômage à l'échelle mondiale, chiffre que l'on ne situe jamais, on parle du chômage national de chacun des États, on ne parle jamais du taux du chômage à l'échelle de la planète. Il est de 6%, c'est à l'échelle mondiale, nous sommes près du plein emploi, c'est ce qu'il faut retenir. La France, c'est près de 10% de chômeurs, donc on voit le chemin qui reste à parcourir, et les États-Unis, qui sont le fer de lance de l'économie mondiale, eh bien, entrent dans une période qui les met à peu près à 2% de croissance de leur économie. Voilà la situation mondiale dans laquelle eh bien, la France est appelée à jouer, et le handicap, en tout cas, avec lequel nous nous engageons dans ce jeu international, eh bien, nous conduit sans doute à imaginer que si des réformes ne sont pas prises de manière extrêmement énergique et rapidement, eh bien, nous ne participerons pas avant longtemps à cette séquence qui doit permettre en tout cas à la France d'exister et de faire profiter, parce que c'est de ça au fond dont il s'agit, de faire profiter aux Français des fruits d'une croissance pour laquelle ils resteraient spectateurs si les choses ne sont pas prises à bras-le-corps. Alors c'est le moment de faire les réformes, elles ne vont pas être faciles, mais si nous manquons, je le répète, cette occasion, eh bien, nous serons définitivement distancés à l'échelle mondiale, mais distancés par nos principaux partenaires, puisque déjà la Grande-Bretagne est passée devant nous, l'Allemagne, depuis 30 ans, a engagé un certain nombre de réformes qui conduit ce pays à enregistrer un coût de main-d'œuvre qui n'est pas très en dessous de celui que nous connaissons en France, mais dont la gamme de l'industrie la place ce pays bien au-dessus de la France. Nous, on a en gros, les Français, on a un coût de charge, un coût de main-d'œuvre qui est supérieur de 20% à l'Espagne, avec une gamme industrielle identique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à une nouvelle évolution de la distribution européenne sur le plan économique, c'est-à-dire que nous sommes en train d'être dépassés par l'Italie et par l'Espagne, des pays que nous regardions avec un peu d'orgueil français, mal placé sans aucun doute, mais peut-être d'ironie même. Eh bien, en ce moment, on est en train de se faire tailler les croupières par les pays méditerranéens les plus proches, et c'est dans ce jeu-là, finalement, que la France doit maintenant s'engager. Ces parts de marché perdues à l'échelle européenne s'expriment de plusieurs manières. J'ai quelques
quelques exemples à vous donner. Nous avons 120 000 entreprises exportatrices en France. L'Italie en a 2 fois plus, l'Allemagne en a 3 fois plus. En matière de robotisation de notre industrie, c'est un critère objectif qui permet de comparer les États dits développés, eh bien, c'est la même chose, c'est exprimé en pourcentage de robots par salarié, c'est le critère. Eh bien, l'Italie a 2 fois plus de robots par salarié que la France, l'Allemagne 3 fois, la Corée du Sud 4 fois. Donc on est bien sur un sujet qui place la France de manière extrêmement défavorable dans le concert des nations qui veulent jouer sur cette carte du libéralisme du monde. Et donc, il est temps d'engager des réformes. Et je pense que le président de la République, nous sommes d'ailleurs en convergence avec ces propositions là-dessus, ce qui montre curieusement d'ailleurs que ceux qui étaient les tenants, non pas du libéralisme, mais qui viennent de rejoindre le président de la République et qui campaient sur d'autres terrains politiques, je veux parler de la social-démocratie à la française, sans entrer dans les détails, eh bien, sont en train de réviser complètement leur logiciel, leur tablette, ce qui fait qu'il n'est pas anormal de voir que ceux qui brandissaient la rose hier eh bien, sont aujourd'hui devenus les tenants d'un libéralisme qui semble être même assez débridé, ce qui est quand même assez curieux. Là, on assiste à la fois à l'avènement d'un homme qu'on n'a pas vu venir, et puis la mutation d'une classe politique qui était enfermée dans des thèses plutôt, sans faire d'économie, mais keynésiennes, dans des dogmes, qui est en train complètement de réviser. Alors, par fondement ou par opportunisme, ça c'est autre chose, on le verra peut-être en fin d'échange, mais en tout cas, on voit bien qu'un grand nombre de nos concitoyens sont prêts à regarder cette évolution nouvelle et à participer en tout cas à celle-ci. Alors, le travail en France c'est le sujet principal, et pour régler la situation que je viens de décrire, à la Scandinave, il conviendra sans aucun doute d'engager les 2 voies qui semblent s'ouvrir et qui ne sont pas plus nombreuses que ces 2-là. C'est ce qu'on appelle d'une part la flexibilité et d'autre part la sécurité. Les 2 sujets doivent être mis sur la table en même temps, et il serait d'ailleurs illusoire et même suicidaire de ne pas engager les réformes en matière de flexibilité du travail sans assurer aux salariés français une sécurité. Et très vite, le premier effet serait évidemment de faire descendre dans la rue et de provoquer un blocage complet du pays et de rendre difficile, voire impossible, toute émergence de réformes sur ce terrain-là. Donc il va falloir être extrêmement prudent et habile, et ça, on peut penser que Emmanuel Macron est en capacité de vendre, entre guillemets, cette évolution, cette révolution même des esprits, parce que sinon le pays va être bloqué et on n'en sortira pas une fois de plus. Alors, flexibilité, je le répète, à la scandinave, ça veut dire, comme l'a dit de manière extrêmement tonique tout à l'heure Yves Delot, c'est sortir des dispositifs que nous connaissons depuis longtemps, les négociations qui sont conduites au niveau de l'État comme arbitre avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social. Ça, c'est un niveau qui va vraisemblablement disparaître du paysage des négociations. On dit même que la flexibilité pourrait laisser de côté les négociations de branche, ce qui, là aussi, constitue une deuxième révolution, pour descendre au niveau des entreprises et que les négociations se fassent au sein des entreprises par rapport à la préexistence, la continuité, la pérennité des entreprises dans un contexte... Il faut bien s'en imprégner de ça, dans un contexte qui n'est plus un contexte national, qui est un contexte au minimum européen et plus largement mondial. Donc les solutions hexagonales, pour ceux qui veulent nous les vendre, eh bien, moi je vous invite à quand même écouter ça avec une certaine circonspection, et moi je traite d'irresponsables finalement les solutions qui sont vendues comme des solutions hexagonales, des solutions nationales, par rapport à un sujet qui nous place sur la scène mondiale. Donc, réussir la flexibilité avec, en même temps, cette sécurité. Sécuriser, prendre un exemple, c'est celui
le sujet contentieux qui existe entre des salariés et leur employeur, qui se termine par des juridictions, en particulier prud'homales. On peut dire, avant même que tout texte ait été mis sur la table, que déjà une évolution en matière de barème, parce que c'est le barème qui est contesté par un certain nombre de partenaires, et bien déjà des pratiques, peut-être sous forme de jurisprudence, sont déjà en marche, qui montrent bien qu'il y a une orientation qui paraît favorable de ce côté-là. Et puis si les négociations permettent de raccourcir en matière judiciaire les délais, parce que c'est toujours des procédures qui sont extrêmement longues, et lorsqu'elles sont longues et coûteuses pour les entreprises, elles mettent en difficulté autant les salariés que les entreprises lorsque les affaires sont réglées. Donc il y a lieu vraiment de mettre tout ça à plat pour faire en sorte que les intérêts des deux parties, c'est-à-dire des employeurs et des salariés, soient préservés dans le cadre de cette sécurité que nous appelons de nos voeux. Ça, c'est le sujet majeur de la réforme du Code du travail. Ensuite, il découle de cette situation d'autres considérations, notamment sur la formation. Alors la formation, c'est un sujet dans notre pays mal connu, c'est une nébuleuse. Les sommes qui sont consacrées à la formation sont abyssales, puisqu'on dit qu'elle représente la moitié de la recette d'un impôt sur le revenu national. C'est 34 milliards qui sont consacrés à la formation dans notre pays. Et lorsqu'on découvre que seulement 12% de cette masse financière va à l'adresse de ceux à qui elle est destinée, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, pas seulement, eh bien, on se dit qu'il y a là une situation qui mérite d'être mise sur la table, mais pour laquelle il faudra énormément de temps pour la régler, puisque vous savez que les organisations syndicales se partagent au niveau national la gestion de la cogestion de ces masses financières, et que ça fait vivre en tout cas un certain nombre de situations de manière assez confortable, très confortable. Donc on s'attache à mettre en cause, sur un sujet comme celui-là, celui de la formation, des avantages et même des privilèges que certains se sont taillés depuis extrêmement longtemps. Donc la réforme doit absolument intervenir sur ce terrain-là. La formation, c'est le résultat en matière d'analyse du chômage qui montre que sur les 9,5% dont je vous parlais tout à l'heure, 80% de ceux qui relèvent de Pôle emploi souffrent de difficultés de formation. On a tendance à résumer l'entrée dans les fichiers de Pôle emploi par des situations souvent très médiatiques, licenciements de grande ampleur, fermeture d'entreprises. Eh bien, sachez que les licenciements pour raisons économiques ne représentent que 2% des entrées à Pôle emploi. Donc c'est une idée reçue que d'imaginer que l'ambiance sociale du pays est la cause principale de l'importance du fichier de Pôle emploi. Le fichier de Pôle emploi, aujourd'hui, il est à 80%, je le répète, constitué par des gens dont l'employabilité, au-delà de 6 mois, est en cause. Et donc on entretient un volant de main-d'œuvre sous-formée. Et là, il faut absolument sortir de cela. Ce n'est plus supportable pour des raisons à la fois humaines, évidemment, mais pour des raisons aussi économiques, puisque tout ça coûte énormément d'argent au dispositif de protection contre le chômage. Donc la formation doit être réformée, en résumé. Sujet qui concerne très directement la formation, c'est l'apprentissage. Nous sommes en échec, hélas, sur ce terrain-là, puisque malgré des grands plans nationaux, le plan Hollande qui se proposait de mettre en filière d'apprentissage et d'alternance 500 000 jeunes, eh bien, n'a pas été atteint, loin s'en faut. Et on le voit, la déclinaison de cette situation dans le département de Lyon, alors que nous disposons d'un centre de formation d'apprentis de tout premier plan. Les effectifs sont passés en quelques années, 5 ans, de 1200 à 850. Donc il y a une dépréciation aujourd'hui de cette filière technique, un désamour, on peut dire même, de la part des jeunes par rapport à l'orientation vers des filières techniques ou scientifiques, ce qui conduit à devoir constater que l'apprentissage n'est pas
n'est pas appétant pour nos jeunes. Et là aussi, si on se compare à l'Allemagne, alors là, pour le coup, c'est un bon élément de comparaison, puisque l'Allemagne réussit, dans le cadre des filières d'apprentissage et d'alternance, à ce que et pas seulement des jeunes, ceux qui passent par ces filières, eh bien, dans un délai de 6 mois qui suit la fin de la formation, à 85% trouvent un emploi dans l'économie du pays. Donc on voit bien, l'exemple, il est sous nos yeux. C'est pas la peine d'aller inventer des choses, il suffit de remettre en place ce qui se faisait à une certaine époque chez nous, ce qui marche dans les pays voisins. Puis vous savez, on a de beaux exemples dans le département. Moi, je cite souvent l'exemple de 2 chefs d'entreprise, l'un qui était apprenti boucher et qui est devenu leader sur son marché dans le domaine de la grande distribution, dans Lyon, et il est resté dans Lyon, et puis l'autre qui était cuisinier et qui aujourd'hui est à la tête d'une entreprise de dimension nationale, puisque c'est près de 300 salariés, je crois, hein, c'est Festin de Bourgogne, pour ceux qui connaissent. Ben, ces gens-là sont passés par la filière de l'apprentissage dans Lyon, et puis combien d'exemples de gens dans tous les corps de métiers, dans toutes les professions autour de nous, qui sont devenus salariés, artisans, et qui ont développé les entreprises à partir de formations extrêmement solides. Donc il y a là, sans aucun doute, un sujet à remettre à l'ordre du jour, et nous attendons en tout cas de la part du gouvernement, et nous aiderons en tout cas dans ce sens à prendre les bonnes décisions qui permettront de sortir au fond d'un système éducatif en perte de vitesse. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, et je m'en excuse si mes propos pouvaient leur apparaître durs ou choquants, mais lorsqu'on considère que 130 à 150 000 jeunes sortent chaque année du système éducatif, c'est un véritable drame national, puisque ça conduit ces jeunes eh bien, à s'inscrire effectivement dans le fichier que j'évoquais tout à l'heure, celui de Pôle emploi, et puis au pire, eh bien, c'est d'appartenir aux 25% des jeunes sans diplôme qui ne trouvent pas d'emploi, puisque c'est comme ça que ça se passe au sein du fichier de Pôle emploi, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis quand on a passé l'âge de 25 ans, eh bien, c'est d'être ressortissant d'un autre dispositif, d'un minimum social qui s'appelle le RSA. Donc si le destin d'une génération c'est celle-là, je trouve que c'est la pire des choses. Et finalement, on ne propose que colère, désespoir et frustration, et c'est, je pense, en tout cas, au moins 3 sujets pour lesquels il y a lieu, en matière d'équilibre social, de réfléchir extrêmement sérieusement pour le bien vivre ensemble, et pour le bien, en tout cas, de notre économie. Dernier sujet qui a trait, évidemment, à tout cela, c'est les retraites. Les retraites, c'est à Joux-la-Ville qu'on avait dit au cours d'une campagne électorale qui était celle des élections départementales. Et je le savais par ailleurs parce que dans mon entourage, je suis concerné, comme vous pouvez l'être. Eh bien, c'est des retraites de conjoints d'agriculteurs, par exemple, de commerçants ou d'artisans qui sont des retraites de misère. Et lorsqu'à chaque échéance électorale, on annonce que les choses vont être remises à plat, je trouve qu'il y a là une véritable indignité nationale, je le dis de cette manière-là, parce qu'un minimum vieillesse pour ces personnes-là qui sont conjoints, je le répète, d'exploitants, d'artisans ou de commerçants qui est à 335 € par mois, c'est tout simplement inentendable, et franchement, il y a lieu de remettre ça d'aplomb. J'ai encore eu un exemple la semaine dernière, et la personne m'avait dit « je te donnerai ma feuille de MSA et tu pourras la montrer aux gens à qui tu parles ». Voilà, ça relève du scandale. Donc les petites retraites doivent absolument être revalorisées de manière urgente. Et puis le sujet qui, hélas, est un sujet récurrent. Bien, vous savez qu'à chaque fois qu'en cadre de l'alternance dont je vous parlais, un gouvernement prend la suite de celui qui précédait, il y a cette espèce de malignité qui consiste à détricoter la pelote du précédent. Et il y a un sujet qui touche 10 millions de personnes dans notre pays, ce sont les salariés, c'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors là, pour le coup, il faut absolument que ce dossier-là soit remis dès l'été sur la table, puisque c'est un moyen de redonner immédiatement du pouvoir d'achat à celles et ceux qui ne sont pas parmi les plus hauts salaires du pays. Et si on veut effectivement relancer la demande, eh bien, il y a sans doute là une première mesure à prendre pour apporter un certain nombre de
correctifs. Alors, pour revenir à la retraite, après avoir fait cette parenthèse de la défiscalisation, l'âge de la retraite, évidemment, c'est pas la peine de se bercer d'illusions. Là aussi, lorsqu'on entend le retour de la retraite à 60 ans, je m'excuse de peut-être faire de la misère à certains, mais ça n'appartient pas au réalisme et à la responsabilité. Tout simplement, pour des raisons qui tiennent à la démographie de notre pays, nous vieillissons de plus en plus et sans doute de mieux en mieux. Ce sont les effets des progrès de la médecine, peut-être du confort de vie, d'une bonne alimentation, etc. Et l'espérance de vie augmente. Voilà, c'est un constat. Elle augmente d'un trimestre tous les ans, d'une année tous les 4 ans, et on ne voit pas comment on pourrait aller vers cet accroissement de la durée de vie, ce qui est un bonheur absolu, et puis maintenir des gens en dehors du travail plus tôt, c'est-à-dire à 60 ans par exemple. J'ai pris l'exemple de 60 ans, ce qui en termes d'équilibre des comptes sociaux est tout simplement insupportable, puisque vous savez que les retraites sont payées par ceux qui travaillent. Voilà sur le travail, quels sont, en partant du cas général, de l'économie, pour descendre au cas particulier, au cas national, quelles sont les orientations qui doivent absolument être prises. Sur le deuxième sujet, qui concerne la ruralité, le département de Lyon est un département rural, comme vous le savez, vous y vivez. Il y a 2 éléments qui caractérisent la ruralité, c'est la densité de population et l'activité économique dominante. Sur la densité de population, Lyon est un département où on enregistre 42 habitants au kilomètre carré, avec des différences notoires, puisque sur la circonscription sur laquelle nous nous trouvons, eh bien, quelques communes à l'est de celle-ci présentent des densités de population qui sont bien en deçà du chiffre que je viens de vous annoncer, puisque certaines communes du plateau tonnerrois mettent en évidence des populations de moins de 10 habitants au kilomètre carré. Voilà une situation extrêmement hétérogène, disparate. Premier critère de classification d'un département par rapport à sa ruralité. Deuxième critère, c'est l'économie. L'économie dominante d'un département rural, c'est l'agriculture. Donc je vous dis un mot d'agriculture. Venir à Joux-la-Ville et pas parler d'agriculture, je pense que ça pourrait m'être reproché. À juste titre, et peut-être à double titre. Lyon, c'est 443 000 hectares qui sont mis en valeur au total, à 60% sur des productions céréalières. Mais alors, c'est d'un côté 60% de la sole départementale en céréales dans Lyon, mais seulement le tiers de la valeur du chiffre d'affaires de la ferme Lyon, c'est-à-dire 360 millions d'euros. Céréales, 60% de surface, un tiers du chiffre d'affaires de la ferme Lyon. La vigne, le vin, 1,5% des surfaces seulement par rapport aux 443 000 hectares, 6 000 hectares, 325 millions d'euros. On arrive presque avec 1,5% de la surface à un chiffre d'affaires identique, ou en tout cas qui s'en approche, à celui qui est généré par l'activité céréalière. Je crois qu'il faut bien se mettre dans la tête ces distorsions, c'est la spécificité de Lyon. Mais en même temps, je veux le dire, en matière céréalière, Lyon est un département qui se place sur le podium au niveau national, puisque pour un certain nombre de denrées, comme le colza par exemple, ou les orges, eh bien, Lyon est en très bonne place au plan national, puisque nous exportons dans le monde entier. Les orges de brasserie de Lyon, par exemple, à partir du port de Gron, Claude Boursier, c'est un sujet qu'il connaît bien, vont jusqu'en Chine pour fabriquer cette fameuse bière qui s'appelle la Qingdao. Donc ça, c'est très, très, très honorant pour le territoire. Imaginez que ce qui fait le fondement même de l'économie du département permet d'aller bien au-delà des frontières nationales. Je trouve qu'il y a là un sujet extrêmement valorisant. Le troisième pilier, troisième poste de la production
agricoles du département, c'est les productions animales. Alors, elles ne sont évidemment pas marginales, mais si on les compare à la céréaliculture et à la viticulture, on est effectivement bien en deçà, puisque le chiffre d'affaires réunit du lait et de la viande est de l'ordre de 180 millions d'euros, donc la moitié de ce que l'on constate en matière céréalière. Alors, avec une situation particulière pour l'activité laitière du département, puisque nous ne comptons plus dans le département que 220 exploitations laitières, alors qu'il y a 10 ans, eh bien, il y avait 1200 exploitations laitières dans le département. Donc en très peu de temps, il y a eu une concentration considérable qui conduit d'ailleurs chacune d'entre elles à avoir des niveaux de production extrêmement élevés. Ce sont des exploitations extrêmement performantes, avec des quotas de production qui, si effectivement il n'existe plus, sont de l'ordre de 500 000 litres par exploitation, et avec une anomalie majeure, c'est que l'industrie agroalimentaire du département, qui est florissante, compte en matière laitière trois groupes, trois industries. Le groupe Senoble, au nord du département, Sodial, à Auxerre, le groupe coopératif, et l'Incey. Eh bien, ces trois entreprises traitent 3 fois plus de lait que l'on en produit dans le département de l'Yonne. C'est-à-dire que le département ne produit plus le lait qui alimente sa filière agro-industrielle. Ça, c'est une des particularités. Et le lait qui est traité de manière industrielle dans l'Yonne vient en partie en dehors des frontières nationales. Le nord de l'Europe, la Belgique, est un pays pourvoyeur du lait qui est traité dans l'Yonne. Il faut le savoir, c'est quand même assez extraordinaire, alors qu'on a démoli complètement une filière. Et puis le dernier sujet, en matière de production animale, c'est la production de viande bovine. Je vais passer les détails sous silence, production porcine, avicole, il y a une filière avicole, une filière porcine, etc. Je ne veux pas qu'on fasse le reproche d'oublier des productions, mais je vais à l'essentiel. Donc les bovins allaitants, on les trouve effectivement donc, en Puisaye, dans les vallées au sud du département, avec des sujets d'inquiétude, puisque le bassin allaitant exporte ses animaux, prioritairement vers l'Italie pour les veaux mâles et l'Espagne pour les femelles. Et il faut savoir que la consommation de viande en Italie, dont on pensait qu'elle allait jamais bouger, et au contraire qu'elle allait même continuer d'augmenter, eh bien elle est en train de baisser. Elle est passée de 25 kg par an et par habitant à 19. Et ça, c'est un sujet d'inquiétude. En France, d'ailleurs, elle diminue aussi. Elle diminue d'une année sur l'autre d'1 kilo par an et par habitant. Elle est à 19 aujourd'hui. Et quelles sont les raisons qui conduisent à ça? J'en vois deux, mais il y en a sans doute d'autres. La première, peut-être le matraquage médiatique qui existe sur le terrain de la... comment vous appelez ça, docteur? Non, pas la maltraitance, je vais y venir. La diététique, voilà. La diététique. Et puis les images fortes, sans aucun doute, et très médiatiques des abattoirs qui nous rabâchent à longueur de temps la maltraitance animale, etc. Donc, ouais, de manière imperceptible, sournoise, mais permanente, on assiste quand même aux conséquences de cette situation. Alors, il y a sûrement d'autres raisons, mais voilà. Et il faut savoir que ça peut mettre en cause, à terme, eh bien, des filières de production. Dernier point, s'agissant d'agriculture, on ne peut pas, et ce qui fait la transition avec le dossier européen, l'agriculture ne peut trouver son équilibre dans l'Yonne comme en France que grâce aux aides de l'Europe. On est d'accord? Je veux dire, je ne suis pas anti-européen, mais au contraire, je suis européen par nature, pour des raisons qui tiennent à la paix instaurée depuis plusieurs dizaines d'années dans cette partie du monde. On espère de manière définitive. Et ça, nous le devons à l'Europe. Mais en même temps, on se dit que le revenu agricole est tiré à 50% de cette aide directe, et ça autorise au moins les Français, et en premier lieu son gouvernement, à être extrêmement attentifs, le mot n'est pas fort, rigoureux, vertueux, et même extrêmement rigide par rapport aux négociations qui doivent être conduites sur ce terrain-là pour le bénéfice des agriculteurs français. Je m'explique. Les impôts que vous payez vont en partie alimenter le budget de l'Europe, à hauteur de 20 milliards.
le retour du budget européen vers la France pour servir les 110 millions d'aides directes aux exploitants de l'Yonne. Ces retours se font à hauteur de 9,5 milliards pour l'agriculture, c'est-à-dire moins de la moitié. C'est 12,5 au total, mais pour l'agriculture, 9,5, c'est-à-dire moins de la moitié que ce qui remonte au budget, du budget national français au budget européen. Ça s'appelle un devoir d'exigence. La France est contributrice nette au budget européen. Elle n'est pas la seule, mais la Grande-Bretagne a été là-dessus, en matière de négociation, beaucoup plus en pointe que les autorités françaises, puisque en 2005, ça a été un round de négociation qui a conduit aux accords de Fontainebleau, où la Grande-Bretagne, à l'issue de ces négociations, a gagné et a eu en retour le fameux chèque de Bruxelles, auquel la France, à travers son budget de 20 milliards, contribue, puisqu'il y a 1,5 milliard de contributions françaises qui servent à payer le fameux chèque versé aux Anglais. Donc je pense que sur ce terrain-là, nos autorités sont, depuis un certain nombre d'années, en deçà de la rigueur nécessaire pour obtenir, en tout cas de la part des autorités de Bruxelles, et je le répète avec force, hein, c'est pas être anti-européen que de dire ça, c'est d'être face à son obligation, à l'obligation nationale de défendre un des pans entiers de l'économie, en particulier l'agriculture. Voilà, j'y insiste beaucoup parce qu'une forme de renationalisation, en quelque sorte, on l'entend de temps en temps, de renationalisation de la politique agricole commune pourrait être mise sur la table, au moins en termes de négociation, et qui conduirait à ce que les Français se défendent un petit peu mieux sur la scène internationale. Donc, en résumé, une densité de population faible, une économie marquée par une agriculture extrêmement présente, ça c'est la caractéristique d'un territoire rural. Pour le reste, la ruralité a subi depuis 2000 environ des outrages considérables en matière d'aménagement du territoire. On est passé à côté de grands projets, vous parlerez peut-être... alors c'est l'Arlésienne sans doute, mais d'un arrêt TGV éventuellement, d'une autoroute 3 Auxerre-Bourges, qui était dans les cartons il n'y a pas bien longtemps, qui était inscrite au plan routier national, puisque le dossier en était à la bande des 300 mètres. Hein, c'est-à-dire que le ruban, en tout cas autoroutier, était tracé, on savait où il allait passer, etc. Je parle de l'autoroute 3 Auxerre-Bourges, hein, avec la déviation d'ailleurs d'Auxerre Sud qui dépend de ce dossier. Donc tout ça est passé à la trappe par une décision ministérielle irresponsable, mais dont les conséquences en tout cas vont se faire sentir pour longtemps sur cette partie du territoire départemental dans un sens est-ouest qui aurait pu effectivement être largement améliorée, dopée par une maîtrise des flux de circulation dans ces directions est-ouest. Pour le reste, alors j'avais commencé de vous dire les infrastructures, on est passé à travers. Nous sommes passés à travers également d'autres sujets au bénéfice de la ville, puisqu'il y a eu des grands projets de rénovation urbaine, c'était les projets en rue depuis les années 2000, qui ont laissé pour compte les territoires ruraux. Et quand on laisse pour compte les territoires ruraux, ça s'exprime, je vais en prendre un critère, hein. Il y a une enveloppe nationale qui s'appelle la DGF, qui globalement, pour faire simple, pour faire schématique, représente 100 milliards d'euros, qui est répartie entre l'ensemble des communes, des collectivités du territoire national. Eh bien, la DGF exprimée en euros par habitant est notoirement supérieure pour les secteurs urbains, vous allez me dire normal, les charges de centralité, etc., que la DGF exprimée par habitant en milieu rural. Sauf que quand on favorise les uns, eh bien, on ne sert pas les autres. Et ça fait 30 ans que ça dure, ce qui fait qu'on est en retard au niveau de la téléphonie, on est en retard au niveau du numérique, et ça oblige en tout cas, quand les opérateurs n'y vont pas, parce qu'ils n'y vont pas parce qu'entre-temps, on a privatisé notre pépite nationale, qui ne fait plus qu'en matière de service public que d'assurer la ligne, dans le dernier hameau de la ligne filaire
dans le dernier hameau de Joux-la-Ville, parce que c'est une obligation de service public, mais pour le reste, eh bien, Orange fait du business. Et quand Orange répond à un appel à projet dans Lyon pour fibrer des zones du département, eh bien, l'entreprise répond pour des zones à forte densité de population, ce qui n'est pas normal, puisque le retour sur investissement, eh bien, pour une entreprise, c'est la clé de son fonctionnement. Eh bien, Orange souscrit pour fibrer la Globocère et la commune de Sens. Pour le reste, débrouille-toi, c'est le département qui y va. Alors, il n'y va pas seul, parce qu'il n'en a pas les moyens. Il y va avec les communautés de communes, et avec une aide de l'État, avec une aide de la région, et puis il y va sur un délai de 5 ans, parce que la facture, de 15 ans, pardon, parce que la facture qu'il faudra acquitter pour les 15 ans, elle est de plus de 200 millions. Donc imaginez que ce n'est pas possible pour l'ensemble des collectivités qui s'attellent à ces travaux d'Hercule, eh bien, de le faire dans un délai très court. Et ces 3 périodes de 5 ans qui sont mises sur la table aujourd'hui, pour permettre à la fois aux habitants et aux entreprises du territoire d'espérer. Alors, quand on entend récemment d'ailleurs, je le dis au passage, qu'en 2022, l'ensemble du territoire national aura été fibré, moi ça me fait quand même un petit peu rire quand on sait la masse financière, alors sauf si on nous envoie des crédits qui allaient à la ville et qui iront à la campagne, pourquoi pas, dans les zones rurales, on l'attend de nos voeux, bien évidemment. Mais en l'état actuel des clés de financement que nous connaissons, eh bien, il faudra du temps pour équiper le territoire en matière de technologie moderne de communication. Ça vaut également pour le téléphone. Alors les choses ont bougé depuis 2015, hein, mais le département, d'ailleurs, Jean-Claude se souvient de ça, n'avait pas attendu pour se lancer dans un programme qui était un programme dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, qui s'appelle Département Innovant. Ça s'appelait Département Innovant, qui a mis en œuvre 13 pylônes à plusieurs endroits du territoire. Donc c'était une avancée, mais sur fonds départementaux, hein, à ce moment-là. Donc c'était un effort financier, consenti considérable. Aujourd'hui, il y a depuis 2015 un plan qui a été le plan 800 sites et qui est passé maintenant à 1300 sites, qui concerne une partie du département, puisque 5 territoires ont été identifiés pour être dotés des pylônes nécessaires pour recevoir les opérateurs. Donc les choses avancent, mais nous avons un certain retard sur ce terrain-là. Alors voilà, le critère temps va sans doute apporter sa réponse, à moins que la manne financière tombe sur les départements ruraux, ce dont je me permets de douter. Voilà, pour la ruralité, quelques considérations. Et puis, dernier point, la santé, priorité à la santé. Alors, tout le monde s'y met, la santé, le résumé de la situation, c'est que les médecins vieillissent, les médecins dévissent leurs plaques et ne sont pas remplacés parce que, pour plein de raisons, parce que les jeunes, me dit-on, ne veulent plus moins s'installer en milieu rural et exercer la médecine comme leur père, P-A-I-R-S, veulent travailler en groupe, on parle de l'attractivité du département ou des départements ruraux, etc. La féminisation des professions de santé, c'est pas une critique, c'est un constat, hein, avec l'envie d'aller exercer son art, non pas en cabinet libéral, mais plutôt en milieu hospitalier, à 60%. Enfin voilà, toutes ces raisons conduisent à ce que les médecins soient moins remplacés sur le territoire. Alors, dans Lyon, nous comptons inscrire à l'ordre à peu près 1 millier de professionnels de santé, toutes disciplines confondues. C'est ça, docteur ? 1002 ou 1003. Voilà, 002. Hein. Le chiffre était un petit peu inférieur d'ailleurs il n'y a pas bien longtemps, il était moins de 1000, il était de 980 je crois. Donc on assiste quand même à, on va dire, une stabilisation de l'effectif. Parmi ces 1000 praticiens, il y en a, on compte 220 environ qui pratiquent la médecine générale, hein, médecins généralistes. Et donc on engage des plans nationaux, le pacte national pour la santé. Le département s'engage également de manière résolue, puisque en matière de construction de maisons de santé, je suis allé chercher le chiffre, je le disais tout à l'heure à Cravant, depuis que nous investissons dans les maisons pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles, le département a déjà engagé près de 3 millions d'euros pour aider à la construction de ces maisons. Une quinzaine en tout, des maisons de santé, des pôles de santé, mais une quinzaine d'endroits, en tout cas, sur lesquels
les médecins se regroupent pour y exercer la médecine. Et puis nous avons lancé un plan récemment pour attirer, susciter, motiver des jeunes médecins en essayant d'aller les identifier très tôt, c'est-à-dire au stade de leurs études, en les aidant à cofinancer leurs études, en les aidant à s'installer, etc. Donc tout ça est en place, un double dispositif, immobilier d'un côté et d'accompagnement de l'autre. Et aujourd'hui, le docteur Chardon qui est là, qui suit ce dossier, me disait que, parce que je disais partout 25 dossiers en portefeuille, et il m'a dit il y a quelques jours, c'est pas 25, c'est 28. Donc le nombre de dossiers identifiés de futurs médecins à terme est en train d'être bien appréhendé, donc tout ça devrait porter des fruits. Mais il ne faut pas baisser la garde, il faut continuer à maintenir l'effort pour que on puisse... J'ai l'exemple d'ailleurs à Joux-la-Ville du médecin qui exerce aujourd'hui à Joux-la-Ville, que le hasard de la vie m'a mis sur son chemin. Tout curieux d'ailleurs cette histoire. C'est un médecin, il était médecin parisien, votre médecin, et il est venu en gîte dans la région, on l'a rencontré comme ça, avec un objectif, c'était d'identifier un endroit dans lequel il s'installerait. Il voulait lui quitter Paris, mais il faisait la démarche individuellement. Et à l'époque, il y avait un cabinet qui se libérait, il a contacté le médecin en question, et c'était l'époque où les médecins valorisaient leur cabinet, vendaient leur cabinet. Et c'était à Châtel-Sansoire, l'histoire se passait à Châtel-Sansoire, et le médecin de Châtel-Sansoire voulait vendre son cabinet, ce qui était bien légitime, hein, comme ses prédécesseurs l'avaient fait, etc. Bon, ça a paru prohibitif au médecin qui s'est installé ensuite à Joux-la-Ville, et l'affaire ne s'est pas faite. Donc il est reparti à Paris, puis il est revenu à la faveur d'une opportunité, hein, celle d'être vacataire au centre de détention à Joux-la-Ville, et puis d'adjoindre à son activité de vacataire une activité libérale, et il est devenu, je crois, maintenant complètement libéral, puisqu'il a quitté la vacation. Hein, c'est bien ça. Et aujourd'hui, il a un demi-poste ici, ouais. un demi-temps ici, un demi-temps à la maison médicale de Noyers. Voilà, c'est ça. Donc voilà, un exemple, si vous voulez, comme ça, parce que vécu tout simplement par le hasard de la vie, et j'ai eu à connaître le docteur Ambral, parce que vous avez compris, c'était de lui dont il s'agissait. Voilà. Alors, sur la médecine, pour terminer, rapidement, quelques sujets quand même de préoccupation, voire d'inquiétude. Deux. Le premier qui concerne le tiers payant, où là, cette décision qui a été prise un peu à la hâte et à la hussarde conduit à ce que les médecins, au lieu de faire de la médecine, fassent de la bureaucratie. Ça, c'est pas bien. Il faut que les médecins fassent de la médecine. On a moins de médecins, donc laissons-les faire de la médecine. Et puis le deuxième sujet, c'est le sujet du médecin référent. Vous êtes, mesdames et messieurs, dans l'obligation, vous le savez, d'avoir un médecin référent. Et quand il n'y a plus de médecin du tout, vous allez voir un autre médecin. Or, comme ce n'est pas votre médecin référent, vous êtes moins remboursé. Donc ça, c'est la double peine. Voilà la situation complètement ubuesque que l'on propose aujourd'hui à nos concitoyens. Donc tout cela doit faire l'objet d'une mise à plat et de bon sens et de prise en compte des réalités, en tout cas de l'exercice de la médecine et surtout de l'accès des patients à la médecine. Alors fort heureusement, nous disposons, et ça c'est l'organisation de la sécurité civile qui le montre, nous disposons dans Lyon, comme dans tous les départements, c'est pas une originalité du département de Lyon, mais de pompiers, et notamment de pompiers volontaires, qui interviennent à 70% en faveur du secours à personne. Et si nous n'avions pas ce dispositif d'intervention jour et nuit, eh bien, les populations de notre département, sans aucun doute, seraient en grand danger. Et vous avez autour de vous, là aussi, des exemples de prise en charge, de jour comme de nuit, de gens de votre réseau de connaissances, de familles, etc., qui ont eu la vie sauve grâce à un dispositif qui permet, en un quart d'heure ou 20 minutes, eh bien, lorsqu'on est en détresse, d'être pris en charge et d'être conduit à l'hôpital le plus proche, en tout cas. Tout ça marche bien et il faut absolument le conserver, le conforter. Il en va du maintien des populations sur nos territoires. Voilà ce que je voulais vous dire en matière de ces trois priorités. Puis en dernier lieu et en conclusion, sur les motivations de l'engagement dans cette candidature. Président du département,
j'aurais pu être tenté, c'eût été sans doute confortable de vouloir conserver ce siège jusqu'à la fin du mandat, siège acquis en 2011. Et à la réflexion, indépendamment de l'avènement d'un président de la République dont j'ai parlé en commençant, à la réflexion, eh bien, la décision a été prise, tardivement aux yeux de certains, de m'engager avec Yves comme suppléant. Pourquoi ? Parce que le député sortant, soyons clairs, c'est pas la peine de tourner autour des mots, la langue française est une langue très riche qui permet parfois de dire les choses sans être compris. Donc je préfère vous le dire plutôt directement. Le député sortant, je vous en donnerai un exemple d'ailleurs qui est quand même assez extraordinaire. Pour terminer, ça sera La cerise sur le gâteau. Ça sera la cerise sur le gâteau, merci Patrick. Le député sortant, comment dire, d'abord décide de ne pas rendre compte de son bilan. Il a été élu la rose à la main, la rose au poing en 2012. Et là, la rose, elle est ou fanée ou dans la poche, et il décide de changer de casaque pour soutenir un mouvement qui vient de naître, etc. Donc il rejoint ce mouvement 8 jours avant la primaire à gauche. D'ailleurs, l'Union républicaine titrait que le député sortant soutenait Manuel Valls et que l'épouse du député sortant soutenait Vincent Peillon, 8 jours avant la primaire. Alors après, on apprend qu'il n'a pas participé à la primaire, et puis après, on apprend, dans un troisième temps, qu'il a rejoint ce mouvement du président de la République. Bien, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est un constat. Mais lorsqu'on s'y prend comme ça, on passe en pertes et profits l'obligation qui est faite par rapport à ces mandants, par rapport aux gens qui nous ont élus, eh bien, de rendre des comptes avec les promesses qui ont été prises en 2012 et qui n'ont pas été tenues. Je vais vous en donner quelques exemples. Il avait promis, par exemple, de soutenir les prix agricoles, y compris en légiférant, en faisant voter une loi. Le prix du blé, la tonne de blé, elle a été à 200, au plus haut peut-être à 240 euros, il n'y a pas très longtemps. Elle est à moins de 140 euros, 130 euros en ce moment. On n'a pas vu de loi apparaître alors qu'il avait la majorité. Il voulait absolument protéger tout le monde. J'ai une liste de ses engagements, je suis allé les chercher dans son... Attendez, il faut que je la retrouve. Je veux être quand même très précis là-dessus, parce que c'est un sujet de... Ah voilà. Ah oui, quand même, je peux pas laisser ça pour compte. Alors, en lisant les papiers électoraux d'hier et d'aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est que pendant 5 ans, je lui ai indiqué, d'ailleurs dimanche on a eu un plateau de télévision à Dijon, je lui ai dit de manière faciale, pendant 5 ans vous aviez le pouvoir de réaliser ce que vous annonciez en 2012 et vous avez laissé pour compte quand même beaucoup de choses. Vous voulez dépasser les vieux clivages, c'est écrit, j'ai repris exactement les propos qui étaient écrits dans les documents. Dépasser les vieux clivages, alors ça c'est un sujet intéressant, c'est vrai qu'on laisse de côté ces engagements politiques qui peuvent à certains égards s'apparenter à un dogme, mais quand même il faut être... On ne peut pas s'être trompé toute sa vie sur le terrain politique, et puis à un moment donné, quand ça arrange, dire eh ben maintenant non, il faut dépasser les vieux clivages. Quand même, c'est un peu facile, j'ai trouvé que la ficelle était un peu grosse. En plus, il écrit par ailleurs il en éprouve le besoin en tout cas, de dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre lui et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il incarne plutôt le libéralisme, hein, c'est pas un gros mot, hein, le libéralisme. Hein. Je ne suis pas sûr que le député sortant soit le meilleur drapeau du libéralisme. Ses thèses économiques n'appartenaient pas, je le pense, au libéralisme. Moi j'ai encore ces phrases à l'esprit où il fustigeait le capital. L'argent, c'est quoi? L'argent c'est l'ennemi ou je ne sais pas quoi. Enfin,
C'est le mot d'ordre. C'était le mot d'ordre. La finance, c'est mon ennemi. La finance, c'est mon ennemi. La finance, c'est mon ennemi. Déclarer la main sur le cœur, être attaché à la ruralité. J'emprunte les mots, hein, c'est pas du tout des... Et or, moi, partout où on est passé, on a déjà fait combien 8 réunions, enfin, on ne l'a jamais vu. Mais ceci, elle oblige les gens qu'on remonte. Hein. Pire que ça. Pire que ça. À Creuzy-le-Châtel, allez, on va le dire, Thierry Durand, le maire, il est furieux. Furieux parce qu'il ne l'a pas vu pendant 5 ans. Et le député vient, c'est normal en ce moment, il sort, il vient à Creuzy-le-Châtel, il ne prévient pas le maire. Jean-Claude, si on fait ça, tu vas grimper aux arbres. Et Plus haut même. Hein, et tu auras raison, enfin tu vas le faire savoir. Tu vas le faire savoir, je te connais, moi, je ne vais pas m'amuser à ça à jour. Hein. Je veux qu'on reste bien ensemble. Non mais voilà, je le dis en plaisantant, mais c'est pas bien quoi. On ne pratique pas comme ça quand on est bien élevé. Développer l'apprentissage, j'en ai dit un mot tout à l'heure, je lui ai dit qu'il avait échoué sur ce terrain-là. Puis alors là, c'est pour les maires, c'est quand même c'est le pompon ça. Cesser la baisse des dotations aux communes. Il serait temps. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hein. Mais voilà ce qui est annoncé. Les prix agricoles, je vous en ai parlé. Le RSI, alors il veut carrément supprimer le RSI, hein, le régime social des indépendants, vous savez ce que c'est? Ça fait, on en entend parler depuis un certain temps. Bon, mais comment il le remplace? Quand? Par quoi? Combien? Aucune réponse. Il veut développer le numérique. Ben oui, je vous ai dit ce qu'il en était. Le numérique, si le département et les communes, les communautés de communes ne s'y étaient pas collés, sans jeu de mots, eh bien, où en serions-nous aujourd'hui? Puis donc, voilà, j'ai énuméré comme ça pas mal de choses. Jusqu'à, alors, à la cerise sur le gâteau, et j'y viens. En 2015, à l'occasion du vote de la loi de finances rectificative, budget de l'État qui est voté en 2 temps, budget principal et loi de finances rectificative. 2015, la loi de finances rectificative votée par la majorité sortante, très bien. Mais dans cette loi, il y a un certain nombre de dispositifs, alors peut-être qu'il ne les avait pas vus, ce qui est pire. C'est-à-dire que s'il a voté une loi sans savoir ce qu'il y avait dedans, je veux dire, ça frise je ne sais pas quoi. En tout cas, le résultat de cette loi s'applique à notre territoire, sur lequel nous sommes précisément à partir du 1er juillet 2017, pour les 5 années à venir. Et les conséquences, c'est que sur 76 communes de la circonscription, qui en compte 223, eh bien, les artisans, les commerçants, les professions libérales, je parlais des médecins tout à l'heure, qui voudraient s'installer, eh bien, seront privés de toute exonération sociale et fiscale qui était attachée jusqu'alors à ces territoires, à ces communes-là. Je parle de ce qu'on appelle les ZRR, les zones de revitalisation rurale. À la trappe, pour 5 ans, parce que c'est passé dans la loi de finances. Et ça donne ça en couleur. Vous avez en 3 couleurs, vous avez la carte de la Circo. C'est la première fois que je sors, enfin je l'ai fait pour la première fois à Cravant tout à l'heure. Là vous avez en bleu, en haut de la Circo, c'est les communes qui intègrent, qui n'étaient pas en ZRR, qui intègrent, au terme de la loi en question, la loi de 2015, qui intègre la ZRR, ici, là. Hein. Vous avez en vert ici le Tonnerrois, qui reste en ZRR, et vous avez cette zone-là, côté Nièvre, sud-ouest, qui reste en ZRR. D'accord ? Mais vous avez toute la zone centrale, 76 communes, 2 communautés de communes, qui sont exclues de la ZRR pour 2 critères. Le premier, c'est la densité de population. J'y reviens, je vais parler de densité de population par rapport à la définition de la ruralité tout à l'heure. Pour bénéficier de l'appellation ZRR, il faut être en dessous de 62 habitants au kilomètre carré, 62. Donc c'est le cas, puisque je vous ai dit que Lyon était à 42 habitants au kilomètre carré, donc ce critère-là, il est coché, il est rempli, pas de problème. Par contre, on est moins bon sur ces territoires en jaune, sur un deuxième critère qui exclut, alors pour le coup ce critère, c'est 76 communes, c'est le revenu médian par habitant, qui est de 19 111. Or, pour un grand nombre de ces 76 communes, on est à 19 200 ou 112, voilà, par exemple. Non mais ça c'est ce qu'on appelle les effets de seuil. Mais en tout cas, pour ce deuxième critère,
Parce que l'analyse ne se fait plus comme elle se faisait auparavant. Elle se faisait auparavant à l'échelle des anciens cantons. Les anciens cantons sont devenus des nouveaux cantons, hein, dont Joux-la-Ville est chef-lieu, mais là, l'analyse géographique, elle se fait au niveau d'une autre dimension géographique, qui est la communauté de communes, au niveau communautaire. Eh bien, au niveau communautaire, les deux communautés de communes en question, c'est-à-dire le Grand Chablisien et la vallée, enfin le Serein, eh bien, échappent, enfin passent au-dessus de la barre en matière de revenus, et donc sont dans l'obligation de quitter, elles sont exclues de la ZRR, avec les conséquences qui en résultent, hein, dont je vous ai rappelé quelles étaient la perte des exonérations pour, fiscales et sociales pour des professions qui relèvent de l'artisanat, du commerce et des professionnels, des professions libérales, pardon, voilà. Et d'autres aussi, les établissements sociaux. Et d'autres aussi, parce qu'il y a une dame à Cravant qui nous a dit que concernant, c'était la jeunesse, 20 salariés, voilà, c'est infernal, hein, ça va être terrible. Hein. Les filous, qui étaient en réunion cet après-midi. Les petits filous. Voilà. C'est marrant d'ailleurs, parce que les gens, il y avait plein de voitures, on était réunion au même endroit. Alors, on dit, oh là, ce soir, on va être bien, on va avoir du monde. Il y a des voitures partout quand on est arrivé, et ils étaient tous chez les filous, chez les petits filous. Je leur ai dit, non, ici c'est les gros filous. Ben voilà. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, je dis la suite, c'est que comme il va être élu, d'un coup de oui, je vous ai pas dit, mais les maires le savent, puisque vous avez reçu un courrier, je crois. Vous avez reçu un courrier. C'est parce que vous allez voir. Vous avez reçu un courrier que nous avons réglé ça, je crois, rapidement. Oui. Ils se remettent encore complètement folle, parce que de toute façon, Alors, donc, tu vas recevoir une lettre, Jean-Claude, parce que je t'ai écrit là. Je t'ai écrit pour te raconter tout ça, dans le détail, avec la carte, mais tu l'avais la carte peut-être? Non. Non, je te la joins. Hein, Arnaud, tu vas avoir ça. Il y a d'autres maires dans vos conseillers municipaux. Parce que j'ai demandé d'ailleurs qu'on nous donne la liste des conseillers municipaux. Donc il y a un certain nombre il y a un grand nombre de communes qui nous ont donné la liste des conseillers municipaux. J'écris un courrier à tous les maires et tous les conseillers municipaux des 76 communes en question. Hein, donc il nous reste peut-être quelques adresses. Bernard, tu verras peut-être avec Jean-Claude pour les conseillers de Joux-la-Ville. Hein, pour que tout le monde ait la... Parce que si on envoie à la mairie, bon, moi je pourrais l'envoyer à la mairie, la lettre. Oui, tu l'envoies à la mairie. Mais le problème, ça va être distribué dans les temps? Automatique. D'accord. Non, parce qu'à Joux, ça marche bien, mais il y a des petites communes qui ont un demi-secrétariat par semaine. Ça va arriver à la mairie, et puis ça va être distribué 8 ou 10 jours après. Donc, Mais nous, on renvoie en électronique. Ah, tu renvoies en Tu électronique. l'envoies en électronique, on le renvoie en électronique. Ok, d'accord. Message reçu. c'est moderne, la journée. Pardon? C'est moderne. Non, mais on règle nos petites affaires en même temps, tu vois, je vais écrire, donc... On est juste au bout du jour. Mais bien sûr. Très bien. Bon, ben voilà, moi j'ai terminé. Hein, pas été trop long, j'espère. Ben, bravo. Hein. Oui, alors, conclusion des conclusions quand même, que j'aurais peut-être dû le dire. Le 11 juin, le problème, c'est pas Emmanuel Macron, c'est le député sortant. Qu'il faut sortir. Voilà, que les choses soient claires. Hein. J'ai voté Macron, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le débat de dimanche. Premier tour, c'est pas un souci. On va travailler avec Emmanuel Macron. Mais franchement, ce qui se passe là, en matière c'est de la pirouette, c'est de la supercherie, c'est... Voilà. Enfin, c'est de point de vue, hein, j'ai pas... On va dire que les ZRR aussi me mettent en péril, en tout cas, quelques projets de maisons de santé pluriprofessionnelles. Bien sûr. Ah ouais. Là, j'en ai 3 là, qui verront ça met le jour. Est-ce que vous avez des questions? Éventuellement. Tu sais qu'il n'y a pas... Il y a eu les 40 ans du rugby cette année. Il y a eu les 40 ans de rugby. Ouais. Ah, moi je suis un footeux, je ne l'ai pas su. Hein. Il n'a pas daigné envoyer quelqu'un de la mairie d'Aval. C'est vrai? Même pas de l'ordre, mais personne n'est venu. Le Moi, président, il n'est même pas en travers, parce qu'il y a quand même 100... Je crois qu'on est 130 inscrits, il doit y avoir 100 gamins, je crois. Et ça a duré presque 2 jours, la fête. Bon, à la grande salle des fêtes de Clermont. Marché couvert, personne. Ni le Moi, soir, ni le lendemain. Moi, je peux témoigner à Saint-Florentin, je suis maire de Saint-Florentin.
Donc quand il a été élu, je n'ai pas voté pour lui naturellement, puisque je suis quelqu'un de droite comme vous le savez, mais par réflexe républicain, je l'ai invité à déjeuner pour que le maire que je suis parle à son député. Il voit un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà, quelles sont les relations qu'on pourrait avoir. Il n'y a pas de problème, il a accepté mon invitation, il est même venu avec plusieurs personnes, comme il savait que c'est moi qui payais, ça n'a pas gêné. Et j'ai vu qu'à cette occasion-là. Ensuite, il est revenu à Saint-Florentin une fois sans me prévenir, venir simplement haranguer les salariés de la société Cycli, qui étaient en grève. Et puis, pour donner ce que tout le monde sait, la société Cycli a fermé ses portes. Les actionnaires de Cycli, qui sont des Américains, qui représentent 10 500 salariés en France quand même, hein, c'est pas une petite boîte. On dit, bon, il y en a marre de Saint-Florentin, ils avaient des vues pour monter une société avec jusqu'à 200 salariés, comme ils voyaient qu'ils n'y arrivaient pas, la CGT s'en était bien occupée, et ils ont décidé de fermer la boîte et puis de déplacer les machines dans d'autres sites, notamment dans le Loiret. Et le directeur général que j'ai revu depuis me disait que depuis qu'ils ont mis les machines dans le Loiret, ils ont triplé les rendements, les productions, parce que rendement c'est peut-être un gros mot, la production des extracteurs qu'ils n'arrivaient pas à faire à Saint-Florentin. Tout ça parce que, voilà. Donc, il est venu une fois, ça va coûter des sous, et la deuxième fois, ça va coûter une usine. Alors, vous voyez, maintenant, la moralité. Donc, c'est un gars, moi, que voilà, je veux aussi qu'on sorte. Et tout ce que je pourrais faire pour aider André à le sortir, on va le faire. Bon. Alors, on boit un petit coup maintenant? Moi, je voudrais juste faire une parenthèse autour de la formation. Oui. Je voudrais saluer le travail qui est fait par l'ADAPT, qu'on parle jamais dans le domaine de formation, et on a un très beau centre dans Lyon. Oui. On le dit d'ailleurs, sauf qu'il n'est pas, si vous voulez, bien sûr qu'il y a un très beau centre, hein, sauf que là encore, les lois qui existent pour la formation professionnelle, pour la formation des apprentis, c'est de ça qu'on parle. Hein. Bon. Non, l'ADAPT. Ah, d'accord. Parce que, si vous voulez, moi, vous savez, Saint-Florentin est jumelé qu'une ville allemande, comme beaucoup de villes, et je suis allé voir, à l'occasion d'une visite à nos homologues allemands, leur centre de formation. J'étais vraiment pantois. J'ai vu un centre de formation, mais carrément un bâtiment d'usine énorme, dans lequel il y avait des machines modernes, où les gamins qui avaient entre, je sais pas, 15 et 18 ans, étaient tous en bleu de travail, en blouse de travail, avec des profs dans tous les sens. Et on voyait qu'au bout de 2 ou 3 ans d'apprentissage, ces jeunes-là étaient opérationnels dans les usines. Hein, parce que quand je les voyais travailler, la façon dont ils maniaient, pour ceux qui étaient en menuiserie, la façon dont ils en ébénisterie, ce qu'ils faisaient déjà en tant qu'apprentis, ce que faisaient d'autres, des métalliers. Mais, je me dis, mais pourquoi on n'est pas foutu de faire ça en France quand même? Quand on parle justement de 30 milliards, tu as dit, hein, 30 milliards, 34 milliards, avec ça on peut faire des boulots quand même, et en mettant un tiers de cette somme-là pour planter des centres de formation comme ça, et ça intéresserait beaucoup de jeunes, j'en suis persuadé, bon, puisque ça marche en Allemagne. Il y a par exemple quelque chose qui marche bien chez nous, c'est la formation en alternance des ingénieurs. Moi, dans ma boîte, j'en suis à 3e, 4e ingénieur formé en alternance. C'est-à-dire que le jeune, Bac plus 2, il vient dans l'usine et il travaille 15 jours à l'usine, 15 jours il va en cours, etc. Ben, tous ces jeunes-là, sans problème, ils ont un boulot. Ou ils sont embauchés directement dans l'usine, ou ils sont embauchés de toute façon. Dès qu'il, dans son curriculum-vitae, il présente un diplôme d'ingénieur en alternance, il est pris parce que justement, c'est des ingénieurs opérationnels et de terrain. Donc, on devrait développer tout ça. Mais tu n'en as pas parlé, mais je vais en parler un peu pour les apprentis. Aujourd'hui, prendre un apprenti, il faut être fou pour prendre un apprenti. Parce que les lois sociales, les lois de l'inspection du travail sont tellement contraintes qu'à la limite, on prend des responsabilités énormes. Et donc, on a la trouille, les patrons, de prendre les gars, parce qu'ils n'ont même pas le droit de monter 3 marches. Ils n'ont pas le droit. Heureusement que Filoche n'est pas président de la République. Ah oui, parce que ça, celui-là. Alors, comment voulez-vous qu'on apprenne quelque chose? Moi, je me souviens, dans mon temps, les apprentis, on prenait le coup de pied au cul parce que ça ne comprenait pas bien. Et puis, ça allait bien. Alors, il y a eu des abus, certainement. Mais globalement, des apprentis, on en faisait quelque chose. Aujourd'hui, on n'ose même pas en prendre un parce que c'est tellement d'emmerde que, de toute façon, moi, je le vois dans mes boîtes. Il y a 40 ans, on prenait des jeunes de 16 ans qu'on prenait en apprentissage. Et puis, voilà. Aujourd'hui,
je me suis interdit de prendre des moins de 18 ans, rien que pour la responsabilité. Parce que dès que vous avez un millier dans votre boîte, alors là, vous finissez en tôle, quoi, hein, donc c'est même pas la peine. Donc voilà, tout ça, à vouloir protéger je ne sais quoi, on a fait des usines à gaz qui fait que ça plante la protection. Trop de protection tue la protection, hein, comme toutes ces images-là qu'on entend tout le temps. Voilà. Donc tout ça, t'as du boulot. Et puis, vous pouvez compter sur moi, quand il sera député, pour que je pique les fesses pour le faire avancer. Il y a quelqu'un qui a eu une formule assez marrante, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'espère, parce que sans me répéter quand même, ça doit être la fatigue, mais quelqu'un a dit, et j'ai repris la formule, Yves Delot va galvaniser André Vignier. Il est dans la galvanisation, hein, Mais non, mais de toute façon, voilà, moi, dans l'industrie, c'est un métier que je connais bien, hein, j'en suis à ma 47e année, hein, puisque j'ai démarré en 1970. Donc 47 années dans l'industrie, c'est lourd dans la galvanisation, c'est vraiment un métier d'homme, on va dire. Et on a une expérience qui existe. J'ai vu passer toute la législation qui est devenue compliquée. Maintenant, moi, quand je vois mon fils, toutes les paperasses qu'ils font, etc., je suis bien content de ne plus avoir à faire ça, parce que je pense que j'y arriverai pas de toute façon, parce que c'est un pénible pas possible. Voilà. Ils viennent de... Alors, vous savez, la pénibilité au travail. Ils viennent enfin de dire aujourd'hui, on stoppe tout. Parce que de toute façon, nous, on avait décidé qu'on ne la faisait pas. Mais on savait qu'on allait être pénalisé, qu'il fallait payer. Hein. Bon, ben on a dit, ils nous emmerdent parce que compter les noms, il faut voir quand l'application de cette loi. Moi, je l'ai regardé de très loin. Et quand j'entendais mon fils parler avec sa responsable QSE, il déconne. Non, tiens, regarde, c'est comme ça. Donc, ils viennent d'arrêter quand même cette connerie. Parce que moi, je suis d'accord, hein, par contre, que des salariés qui travaillent, qui ont un travail pénible. Voilà, un maçon, encore que les maçons aujourd'hui, c'est moins pénible que ça l'était, parce qu'ils ont des outils qui leur permettent de travailler de façon moins pénible. Mais mes ouvriers chez moi, qui accrochent à la ferraille, c'est quand même si on met à disposition des nouvelles techniques, ça reste un métier dur. Donc je suis d'accord que ceux qui ont des métiers pénibles partent en retraite avant, les bureaucrates que je suis maintenant, qui eux peuvent encore durer. Donc là aussi, mais par contre il faut qu'on trouve des règles simples. Hein, c'est là qu'il ne faut surtout pas laisser travailler les technocrates. Il faut faire bosser des mecs comme moi, comme toi, d'autres, pour dire voilà, on va trouver des règles simples pour effectivement dispenser d'un certain nombre d'années les gens qui ont fait dans leur vie des passages de travail pénibles. Et aussi assortir ça avec un travail fait par les médecins du travail, qui eux aussi ont leurs idées et peuvent assortir ça par une notation, je ne sais pas quoi, enfin, trouver des méthodes autrement simples par rapport à ce qui nous est répondu. Donc j'espère, là encore, André, quand tu seras député, il faudra faire attention. Moi, la loi pénibilité, ça ne me gêne pas, mais mettons des choses qui soient applicables et pas contraignantes par métier. Bon voilà, il y a du pain sur la planche. Attendez d'écouter. un petit coup de vin de messe maintenant. Oui.